Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bas courte, aujourd'hui un petit peu spéciale puisque j'ai la chance et l'honneur de recevoir Guillaume Vizade, actuel coach de Vichy Clermont qui évolue en Pro B. Salut Guillaume, comment tu vas? Salut, ça va très bien, merci. Merci de m'accueillir. Ouais, pas de souci. Alors, on va commencer pour ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux un peu nous raconter qui es-tu, qui est Guillaume Vizade, comment en es-tu venu à aimer le basket et quelle carrière as-tu fait? Euh, Moi, je suis un pur produit auvergnat, on va dire. Je suis né, j'ai grandi ici, un petit peu entre les deux clubs du Stade Clermontois et de la Jeanne d'Arc de Vichy. C'est les deux clubs pro qui m'ont, on va dire, motivé et passionné par le basket. Mais j'ai commencé d'abord dans un petit club qui s'appelle Vic-le-Comte, à côté de Clermont-Ferrand. J'ai joué jusqu'en National 3 là-bas. J'ai joué en championnat de France jeune au Stade Clermontois également. Et j'étais pensionnaire du Crêpes de Vichy, donc du pôle espoir, quand j'avais 13-14 ans, donc en U15, autrefois appelé minime. Ouais. Et, et donc, bon, il y a deux de mes CTS qui ont beaucoup marqué à ce moment-là. Jean-François Michelet qui est décédé depuis et Jean-Marie Deganis. C'est tous les deux qui m'ont donné le virus, on va dire, encore plus du basket et en même temps celui de l'entraînement. Hmm. Ok. Voilà. Et puis après, dans un deuxième temps, à 18-20 ans, j'ai commencé à entraîner. Donc j'ai 40 ans aujourd'hui. Donc ça fait 22 ans que j'entraîne, on va dire. Et là-dessus, bah, les coachs qui m'ont beaucoup aidé dans la région et qui m'ont donné aussi pas mal de repères sur le haut niveau, bah, il y a eu Jean-Michel Sénégal, Jean-Aimé Toupane et Jean-Louis Borg. Tous, comme ils ont été à des moments différents dans le coin, bah, ils m'ont beaucoup inspiré et mentoré sur certains aspects. OK, donc ça, c'est les coachs, on va dire, qui ont un peu été tes modèles, en tout cas qui t'ont inspiré? Oui, bien sûr, ils étaient là au quotidien. Puis surtout, ils m'ont ouvert les portes de l'entraînement, les portes de la discussion. Et puis aujourd'hui encore, ouais, il y en a beaucoup d'entre eux avec qui j'ai de fréquents contacts, quoi. Mmh mh. Ouais. Surtout que tu as intégré en plus, le staff, d'une équipe de France, donc le parallèle, c'est vrai, est fait avec Jean-Aimé Toupane. Est-ce que tu avais eu des discussions justement avec lui pour savoir un petit peu comment ça se passait au niveau de l'équipe de France? Oui, bien sûr, depuis des années. Déjà, ils étaient venus avec l'équipe de France U20 en stage à Clermont, fait des compétitions, euh, enfin, surtout des préparations aux compétitions, hein. Et du coup, j'avais eu la chance de les voir s'entraîner, de participer un petit peu de loin. Et puis, quand Dounia Issa est sorti du staff des équipes de France, Jean-Aimé m'a appelé, contacté. Donc ça, c'était en 2020. Et puis, donc depuis, j'ai rejoint les staffs donc, sur 3 sessions en tant qu'assistant. Et puis, cette année, on m'a proposé d'avoir la responsabilité de l'équipe de France U20. OK, OK, très bien. On y reviendra effectivement sur l'équipe de France U20. Pour finir sur ta carrière, donc on a un peu parlé de ton passé de joueur. Par quel club tu es passé au niveau coaching? Comment tu as débuté? Eh ben, un petit peu de la même manière que joueur, c'est-à-dire j'ai eu en même temps que mes études, quand j'étais à la fac, j'ai eu ce qu'on appelait un emploi tremplin à l'époque, où donc on passait, j'étais salarié du club de Vic-le-Comte et en même temps je passais mes diplômes OK. d'entraîneur, donc j'ai fait toute la formation de animateur jusqu'au brevet d'état deuxième degré qu'on appelle le DES aujourd'hui. Et après, j'ai entraîné au Stade Clermontois les U15 championnats de France avec des garçons comme Arthur Rosenfeld, Anthony Racine, Warren Racine, etc. Et puis après, je suis parti 1 an dans le secteur féminin. Donc j'étais à Châles-les-Eaux. C'est Rachid Méziane, le coach de l'équipe nationale belge féminine, qui m'avait fait venir, qui m'avait fait rejoindre le staff là-bas. Et puis, je suis revenu au Stade Clermontois. J'ai remonté centre de formation. Donc, j'entraînais cette fois l'équipe de KD France, U18. Mais en parallèle, je commençais à donner des cours et je suis devenu enseignant à l'université. OK. Et, euh, et pendant plusieurs années, j'ai fait ça. J'ai entraîné une équipe de National 3. On est monté en National 2, donc Clermont Basket, qu'avec des amateurs. Et puis derrière,
le club de Vichy est venu me chercher. Il venait de fusionner avec le Stade Clermontois et il voulait là aussi remonter un centre de formation. Donc ça, c'était ma première mission. Et au bout de la première année, en fait, on m'a d'abord pris pour une mission un petit peu sauvetage en Pro B. On s'est maintenu en Pro B. Et donc ça, c'était il y a 7 ans. Et depuis, je suis le coach principal de l'équipe. Voilà. Ouais, donc ça commence effectivement à faire un petit bout de temps maintenant que tu es à la JAVCM, hein, effectivement Vichy qui a fusionné avec Clermont. Donc on peut dire aujourd'hui que tu as quand même cette étiquette de coach formateur qui vient du coup, on peut le comprendre maintenant, de ton parcours, hein, effectivement, où tu as coaché des équipes de jeunes, où tu es revenu par bah, justement le centre de formation. Donc ça a toujours au final fait partie de ta philosophie, ce côté formation. Oui, bien sûr. Puis déjà, de me continuer à me former moi-même, d'être quelqu'un qui est dans cette dynamique-là. Et puis vis-à-vis des joueurs, on va dire, pour pouvoir exister et performer dans notre championnat de Pro B, un des viviers potentiels qu'on a, c'est celui des jeunes joueurs et de leur accès au haut niveau. Donc, le fait d'avoir fait un petit peu progresser la structure du club en ayant amené notamment et convaincu les dirigeants qu'il nous fallait un préparateur physique à plein temps, l'évolution du médical pour pouvoir justement mieux intégrer ces jeunes joueurs et les développer, bah, ça fait partie des choses qui, sur les dernières années, nous ont permis d'accueillir des jeunes avec peut-être un potentiel encore supérieur. Et chaque année, du coup, on est crédible sur la venue de ces potentiels-là parce que en même temps, ils voient bien la réalité du terrain, c'est-à-dire que les jeunes joueurs, ils sont sur le terrain, ils ont des responsabilités, et puis en même temps, sur l'environnement, ils, ils savent aussi comment ça va se passer au quotidien, comment ils vont être pris en charge, comment on va pouvoir les accompagner. Ouais, et maintenant, c'est vrai que c'est un plus, le fait que tu aies la casquette en plus du coach de l'équipe de France U20. J'imagine que pour séduire des prospects, ça doit en plus, ça doit aider. Et c'est vrai que bah, sur le championnat qu'est la Pro B, si on prend les 5-10 dernières années, c'est quand même relativement rare d'avoir des équipes qui responsabilisent autant de jeunes. On l'a eu un peu au début du club de Paris Basket avec Jean-Christophe Prat, qui a aussi cette étiquette un peu de coach formateur qui a fait venir des jeunes joueurs comme Ismaël Kamagaté, Johan Bégarin, Milan Barbic. Mais c'est vrai que maintenant, on peut vraiment le dire, hein, Vichy Clermont, c'est peut-être le club qui responsabilise le plus les jeunes. Et c'est assez rare pour de la prouver quand même. Oui, même si la dynamique bouge, par exemple Saint-Quentin, ils ont des jeunes joueurs aussi chaque année. Donc Julien Mahé il a fait un énorme travail là-dessus également. Et puis quand on regarde les effectifs, on se rend compte qu'il y a un, deux jeunes potentiels quasiment par équipe. Et cette tendance-là, elle est quand même assez forte. Et je pense que c'est en même temps les clubs qui ont pris conscience, puis aussi les entraîneurs, et puis aussi les dynamiques de marché et aussi l'explosion des potentiels français. Parce que là, on est sur des générations, depuis les générations années 2000, 2000, 2001, où chaque année, on a des vagues de joueurs qui arrivent avec la capacité de immédiatement jouer en professionnel. Donc, euh, oui, on a une volonté, oui, on a la force de se structurer en interne, mais ce qui fait que les jeunes sont capables de jouer, c'est d'abord leur potentiel à eux. Et quand on regarde la qualité et la profondeur du basket français, on s'aperçoit que chaque année, on a bien 15, 20 joueurs qui peuvent émerger par génération, quasiment sur des niveaux pro A, pro B, ce qui est assez phénoménal en fait. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que si on repart il y a 15-20 ans, les coachs professionnels pouvaient être un petit peu frileux à l'idée de mettre des jeunes sur le terrain. Alors, pour différentes raisons, il y avait les histoires de quotas avec le fait de pouvoir mettre sur le terrain plus de joueurs étrangers. Puis il y avait aussi ce que, effectivement, les jeunes étaient capables d'apporter à l'instant T, puisque c'est aussi la différence avec le championnat espoir, avec aussi bah, le pôle France en National 1, où là, effectivement, il y a moins cet aspect de pression, effectivement, puisque l'équipe ne descend pas, alors qu'en Pro B, forcément, il y a une obligation de résultat. Ouais, c'est pour ça que le premier critère, c'est que ces jeunes-là, ils soient en capacité de. Mm. C'est-à-dire que si aujourd'hui ils sont sur le terrain, c'est pas qu'une volonté politique ou de coaching. C'est parce qu'ils ont des capacités à faire des choses et à nous permettre d'impacter les matchs et d'apporter aussi des victoires qui sont nécessaires pour se maintenir dans les divisions, quoi.
tout à fait. Alors, tu parlais tout à l'heure de tes contacts, notamment avec, Jean-Aimé Toupane et du fait que tu aies d'abord été, adjoint, puis maintenant à la tête de l'équipe de France U20. Comment ça s'est passé comment ça se passe justement pour monter le staff autour? On sait que, ben, ça a aussi été mis en avant dans la presse. Tu avais des adjoints aussi qui sont à la tête d'équipes professionnelles. Donc il y avait, Thomas Andrieux, donc le coach de Champagne Basket et Michael Hay. Comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi la fédé qui les a sondés pour savoir s'ils voulaient venir dans le staff? Est-ce que toi, tu as eu ton mot à dire? Est-ce que c'est toi qui les voulais? Comment ça se passe? Alors, pour ma part, cette année, ça s'est fait en deux temps. D'abord, on m'a demandé de proposer un staff technique. Et je pense qu'à peu près sur toutes les sélections nationales, c'est comme ça que ça se passe. Et à travers ce staff technique, ensuite, j'ai fait une première accroche pour savoir si eux, déjà, ils étaient motivés à le faire. Et puis ensuite, derrière, c'est reparti sur le plan fédéral pour valider, valider leur venue et ensuite valider leur venue vis-à-vis de leurs clubs respectifs, puisque bah, nous, en tant que salariés du monde professionnel, on est mis à disposition de la fédération pendant les périodes de compétition. Donc, c'est sûr que avoir Thomas de Champagne Basket, Michael de Blois, mais aussi Jonathan Nebout de Nancy, hein, qui était mon assistant avant à Vichy, et là qui était avec nous sur la campagne, plus Asdine Labouise, qui est CTS également, et Julien Colombo, qui est un des préparateurs physiques de l'INSEP durant l'année. Ça nous permettait d'avoir un staff assez dense, complémentaire, et puis surtout qui répond à une double exigence, celle de la compétition et de la volonté d'aller chercher des médailles, et puis aussi celle que les étés en équipe de France ils soient bénéfiques et sur le plan collectif, mais aussi sur le plan individuel pour les joueurs, et pour qu'on puisse avoir un suivi et du développement assez intensif durant les semaines où on est ensemble, quoi. Ouais. C'est une question que je me posais justement sur, avoir, majoritairement un staff qui est à la tête d'équipes professionnelles versus des formateurs du pôle France, par exemple. Est-ce que, ça a un avantage ou est-ce que ça n'a pas d'impact particulier, le fait d'être, au quotidien, pendant la saison, en fait, à la tête d'une équipe? En fait, les choses se complètent. C'est-à-dire que quand on regarde l'origine des joueurs, par qui ils sont entraînés depuis qu'ils sont dans la filière de formation, on se rend compte qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui venaient des pôles. Ensuite, il y en a certains d'entre eux, comme Adam Abal, comme Armel Traoré, comme Maxime Reynaud, comme Kenny Kassiama, qui sont passés par l'INSEP dans la sélection. Ensuite, il y a eu le jeu aussi des centres de formation avec l'émergence de joueurs qui peut-être n'étaient pas premier sur la ligne de départ, on va dire, quand on sortait de U15. Matteo Leray, Nathan de Souza, Ilias Kamardine, etc. D'autres joueurs qui sont venus par le monde fédéral complètement, comme Hugo Doumbia. Il a fait une petite année en centre de formation et puis depuis, il a évolué à Chartres en National 1. Et on va dire que sur le plan des entraîneurs, c'est la même chose. Quand on arrive sur l'équipe U20, c'est la résultante de joueurs qui ont rencontré beaucoup de coachs. Et après, la composition du staff, elle est plus sur la conjoncture, c'est-à-dire que c'est en même temps des opportunités et en même temps une question de volonté. Donc on sollicite des gens avec qui on a envie de travailler, avec qui on a confiance, avec qui on sent qu'il va pouvoir y avoir une répartition des rôles 5, que tout le monde va mettre son ego de côté, que tout le monde va se mettre au service du collectif. Avec Thomas et Michael, j'avais pas trop de doutes là-dessus, à double titre, déjà sur le plan des compétences et puis sur le plan humain. En plus, ils avaient déjà été dans ce rôle d'assistant, que ce soit Michael avec Greg Beugnot à Chalon ou Thomas avec Claude Bergeau à Boulazac. Du coup, je savais qu'ils n'auraient pas trop de difficultés à switcher. Et voilà, on a été un staff, je pense, assez complémentaire là-dessus. OK. Alors, quand on compare, du coup, vous avez fait une magnifique campagne, justement. On voit quand même qu'il y a souvent, l'été des concurrences, je pense notamment avec la sélection espagnole, hein, où il y a souvent des affrontements entre la France, l'Espagne. On vient aussi parfois
considérer également la Serbie, on voit qu'il y a quand même des étiquettes qui sont posées sur ces nations et notamment sur les types de jeux avec l'Espagne, on va plutôt être sur de la vista, les Serbes avec du QI basket, du shoot. Et puis à côté de ça, on a la France où on parle toujours du potentiel athlétique qui va permettre de dominer dans les générations de jeunes. Pour toi, est-ce que tout ça, c'est légitime justement d'avoir ces étiquettes ou alors est-ce qu'il faudrait commencer à voir les choses différemment? Ouais, non, la réponse, elle est clairement dans ta question. Il faut trouver des autres angles pour analyser. Déjà, il faut dépasser le préjugé. Si on a une approche statistique, par exemple, sur la compétition, euh, on est la première équipe aux passes décisives et de très loin, avec plus 7 sur le deuxième. On est la première équipe en termes d'adresse à 3 points, avec plus 5-6% sur le deuxième. Euh, Est-ce que ça fait de nous l'équipe avec le meilleur QI, avec le plus de shooters? Je ne sais pas complètement, mais en tout cas, ça donne quand même clairement un élément de réponse sur le fait qu'on ne peut pas être perçu que comme une nation athlétique. Et je pense que là-dessus, on a deux vrais sujets. On en a, et le premier, le plus important, c'est que nos joueurs ne se perçoivent pas comme étant que des joueurs athlétiques. Et là-dessus, il faut qu'ils aient confiance, confiance sur leur intelligence de jeu, confiance sur leur capacité à exprimer une personnalité, à exprimer des prises de décision, à être autre chose que le joueur qu'on veut enfermer dans une petite boîte, quoi. Parce ils ont des capacités et des qualités dans ces registres-là également. Ouais. Donc, ça, c'est pour nous. Et ensuite, vis-à-vis de l'extérieur. Et vis-à-vis de l'extérieur, je pense qu'on souffre à bien des égards de manière injustifiée euh, de, de l'analyse qu'on fait, de la pratique, des joueurs qu'on a. On a beaucoup de joueurs qui ont des maturités tardives parce que c'est des hauts potentiels en termes et des potentiels qui se développent tardivement. Et une des choses intelligentes qui a été mise en place depuis plus de 20 ans à la fédération, c'est de faire évoluer les joueurs à leur bon poste, c'est-à-dire à leur poste futur. Et donc, forcément, la notion d'efficacité et de rentabilité, elle n'est pas toujours immédiate. Et il faut du temps pour ça. Et, et là-dessus, parfois, on a un petit retard vis-à-vis de la maturité de d'autres pays. Euh, donc, parfois, ça s'exprime. Après, voilà, chaque génération a aussi sa vérité, entre guillemets, qui est qu'une vérité d'une dizaine de jours, donc qui est somme toute relative. Mais quand on regarde les tendances, les évolutions sur, on va dire, une dizaine d'années, on se rend compte que les équipes de France, peu importe les générations, elles se placent plus haut en termes de ranking et que cette évolution, elle est durable. Donc si elle est durable, c'est qu'il y a des choses qui ont évolué. Donc on ne peut peut-être pas accabler des mêmes mots en permanence et notre formation, et nos joueurs, et leur production. Je pense qu'il y a des choses qui ont bougé positivement. Ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur nos lauriers, mais quand même, je pense qu'il faut souligner la qualité du travail. Et là encore, de la synchronisation qu'il y a entre le travail dans les pôles, à l'INSEP et dans les clubs pro. Et c'est cette structure-là qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble de cette structure-là qui fait qu'on sort autant de joueurs et qui permet de produire quand même un jeu de qualité, que ce soit de l'équipe de France A aux premières équipes de France. Ouais, tout à fait. Puis il y a de plus en plus, quand même, sur les dernières années, de joueurs qui ne sont pas exclusivement sortis du pôle France et qui arrivent en équipe de France, mais il y en a aussi de plus en plus qui passent par les centres de formation et qui, en étant plus jeunes aussi, vont aller chercher des responsabilités, soit en Pro B, voire même aussi également en National 1, voire National 2 également. Et puis l'évolution aussi. Euh, On va dire démographique, on peut parler du physique, mais il y a des ovnis comme Victor Wembanyama. À un degré moindre, on pourrait aussi parler de Maxime Reynaud, où on peut effectivement se poser la question de quels sont leurs postes et de quelle manière on va les faire jouer pour exploiter au maximum leur capacité. Donc, je pense que c'est des choses qui commencent justement à montrer une certaine évolution dans la manière dont on va à l'avenir former les joueurs. Je pense que
pour compléter ta phrase, on est beaucoup plus sur un basket qui met en avant les compétences plutôt qu'un basket qui restreint par le poste de jeu. Aujourd'hui, le développement des équipes vers le très haut niveau, c'est les capacités techniques des joueurs qui te donnent une chance de performer. Type, si tu as des joueurs qui sont capables d'écarter les lignes défensives par leur adresse, ben forcément, les espaces vont augmenter. Et si tu as des joueurs, si tu as 1, 2, 3, 4, 5 joueurs simultanément qui sont en capacité de le faire sur le terrain, ou qui disposent de fondamentaux qui leur permettent et de tirer, et de partir en dribble, et de passer de manière correcte, et ben petit à petit, tu enrichis ton jeu et tu peux proposer des choses différentes, de la variété, et poser des problèmes différents aux adversaires, ou répondre aux problèmes que nous posent les nations adverses. Une des choses que font souvent les nations adverses, par exemple, c'est de se regrouper contre nous. Et, Mm. et c'est une des manières d'essayer de réduire notre impact physique, notamment au rebond offensif, dans les drives, dans le jeu direct. Mais si tu possèdes des capacités à passer la balle autour, à étirer les défenses, à jouer au large, à renverser le ballon, bah, petit à petit, tu vas déformer cette défense. Et du coup, aujourd'hui, le redéveloppement technique, notamment de nos grands, et là tu signalais Maxime Reynaud, par exemple, avec sa capacité depuis le poste 5 à jouer au large, ça nous a donné, par exemple, des nouveaux espaces qui nous ont permis aussi de mieux jouer offensivement. Ouais, avec une vraie belle adresse à 3 points, puisque c'est pareil, hein, quand on parlait de stéréotypes et d'étiquettes, c'est des choses qui reviennent souvent. Les équipes de France ont du mal à attaquer des attaques de zone. L'adresse à 3 points, c'est moins ça. Et bah, cette année, on a vu justement que c'était pas forcément vrai. Bah, pour tordre le cou aux stéréotypes, on a été l'équipe la plus efficace contre les défenses de zone adverse sur nos rentabilités offensives. Et on a été aussi l'une des équipes qui a posé le plus de problèmes avec la zone aux équipes adverses. Et, euh, et donc, euh, voilà, là encore, on ne peut pas en tirer une vérité. Mais on peut quand même nuancer voilà, le stéréotype, l'idée reçue qu'on a que, quoi qu'il arrive, l'équipe de France ne va pas savoir attaquer la zone ou ne va pas varier de défense ou ne pas utiliser de défense. D'ailleurs, l'équipe de France A, si vous regardez les matchs amicaux de leur préparation à la Coupe du Monde, eh bien, eux aussi, ils utilisent cette variété de défense et ils posent des problèmes aux adversaires également. Ouais, tout à fait. Alors justement, pour parler de l'équipe de France A, on sait que Vincent Collet laissera sa place, après les JO 2024. Est-ce qu'il y a une chance de voir Guillaume Visade intégrer le staff des Bleus après 2024? Je ne sais pas du tout. Non, c'est pas du tout une discussion à l'ordre du jour pour le moment. Déjà, le postulat de départ, c'est d'être toujours motivé à participer aux équipes de France jeunes notamment. Et puis après, c'est avec grande fierté cette année que là, on a répondu présent à la mission pour les U20. On verra par la suite. Mais en tout cas, moi, en tout cas, je suis très motivé à continuer de travailler avec les équipes de France. OK, très bien. Passons à la Pro B maintenant et à Vichy-Clermont. Donc la Pro B, hein, pour ceux qui ne suivent pas forcément ce championnat, c'est un championnat très homogène, parfois considéré comme une, si ce n'est la meilleure deuxième division en Europe. Toi, tu coaches donc l'équipe de Vichy-Clermont. Vous sortez d'ailleurs d'une belle saison puisque vous avez terminé 8e, vous avez participé aux playoffs et vous avez été sorti par l'équipe justement coachée par Thomas Andrieux, Champagne Basket, futur finaliste des playoffs. Donc pour avoir un peu suivi le recrutement, on voit que tu vas retrouver plusieurs joueurs dans ton équipe de l'équipe de France U20. Est-ce que ça a aidé justement d'être le coach de l'équipe du 20 pour les recruter ou alors il y avait déjà des discussions, au cours de la saison et tu savais déjà en fait que tu allais les avoir dans ton équipe la saison prochaine? Alors, c'était déjà finalisé pour Ilias Kamardine bien avant la compétition. Euh, et pour Lucas, ça s'est fait plus tardivement. On avait déjà échangé, mais ça s'est fait. On a été déjà rentré en préparation. Voilà, pour les timings. Après, le club de Cholet, c'est un club avec lequel on a travaillé à plusieurs reprises. On avait déjà eu en prêt Romuald Morancy, puis on a eu Léopold Delaunay. Donc là, Lucas
nous rejoint. Donc c'est vrai que ça a aussi facilité les relations. Il vient sur un prêt de 2 ans, par exemple. Donc voilà, c'est des choses qui permettent de structurer un petit peu la venue d'un jeune joueur. Et Ilias, lui, il a été prêté par Dijon, où le directeur sportif est l'ancien coach de Vichy, Fabien Romeillet. Ouais. Et puis avant, il y a effectivement Jean-Louis Bord, donc tu avais toi aussi des connexions là avec le club de Dijon. Voilà. Donc l'effectif de Vichy-Clermont l'année prochaine sera très jeune, hein. Je regardais, il y aura 6 joueurs qui ont 21 ans ou moins. J'ai trouvé que la construction d'équipe était légèrement différente de l'effectif de la saison dernière, où il y avait alors, des joueurs avec beaucoup d'expérience, hein. Je pense notamment à Charles-Henri Bronchard, mais aussi des joueurs un peu stars de l'effectif, Trey Boyd et Yvan Février. Là, on aura une équipe où normalement tout ne devrait pas tourner autour justement d'un ou deux joueurs phares. Comment tu as décidé de la construction de l'effectif? Déjà, c'est aussi c'est des décisions euh, économiques, puisque nous, année après année, on va dire, on essaye de stabiliser notre budget, mais le budget moyen ou le budget médian de la Pro B, il augmente constamment. Donc là, ça nous met dans une situation où on est passé complètement dans le dernier tiers en termes de budget et vraiment dans la toute fin en termes de masse salariale. Donc, pour moi, il fallait prioriser. La première valeur sur laquelle on essaye de s'appuyer, c'est la valeur équipe, c'est la valeur cohésion, la valeur partage du ballon, partage des efforts, etc. Après, au-dessus de ça, bien sûr, on essaye de rajouter du talent. Mais cette année, le talent en Pro B, il coûte très cher. Peut-être l'appel du fait que, comme vous dites, c'est la meilleure deuxième division d'Europe, etc. C'est un championnat qui est très regardé, mais surtout parce qu'il y a une inflation des budgets et du type de club qui est en Pro B. Puisque quand on compte, il y a beaucoup de clubs qui ont des arénas, qui ont développé d'autres moyens pour obtenir des ressources et des moyens financiers. Donc forcément, quand il y a un gros tiers, puisque là on va avoir 8-9 clubs avec ces outils-là qui font des appels d'air sur le plan financier, forcément, le marché, il est un petit peu dérégulé. En tout cas, il est régulé à la hausse. Et là-dessus, on choisit un peu en dernier. Mais ça, il faut le mettre de côté. Et il faut se dire, avec les moyens qu'on a, comment on peut construire l'équipe la plus cohérente. Donc, on est plutôt parti sur un projet avec un partage des responsabilités, avec une dynamique d'équipe qui peut aussi fluctuer avec les performances du moment, mais surtout qui devra s'appuyer sur une identité collective très très forte et très marquée. OK. Si on fait le parallèle avec la saison dernière, est-ce que tu peux nous dire, au début de la saison dernière, quelles étaient les ambitions, en termes de résultats, collectifs, sportifs pour l'équipe la saison dernière? Et du coup, en comparaison, cette année, quelles vont être vos ambitions? Ouais, l'ambition, elle est tout d'abord de sceller le premier objectif, c'est-à-dire de se maintenir, de faire en sorte qu'il y ait un club professionnel dans l'ouest de notre région, donc Vichy-Clermont. Donc ça, c'est le premier objectif. Et c'est le seul qu'on peut définir dès le début de la saison. Mais je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur les ingrédients qu'on met sur le terrain, sur qui on veut être en tant qu'équipe, quels efforts il faut faire pour y arriver, quel travail il faut faire au quotidien, définir un petit peu les standards sous lesquels on ne veut pas descendre. Euh, et autour de ça, après, on voit si on a besoin de modifier certaines choses. On voit si on est en capacité d'aller chercher un petit peu plus. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas vu les joueurs ensemble sur le terrain, qu'on ne les fait pas fonctionner ensemble, c'est difficile d'avoir une autre ambition. Et l'ambition de bien jouer déjà avec les moyens qu'on a, je pense qu'elle est déjà assez haute. Ouais. On pourrait quand même être assez, exigeant envers Vichy. Je regardais les classements des dernières saisons et c'est vrai que sur les deux trois dernières saisons, on est maintenant habitué à voir Vichy clairement évoluer en play-off. Alors effectivement, peut-être que vos moyens ne sont pas les mêmes, mais du coup, j'entends bien que le premier objectif, en tout cas cette année, ce sera effectivement de se maintenir. Oui, non, ça a toujours été celui-ci. Après, voilà,
nous, après, en tant qu'équipe, on va forcément avoir une volonté forte de performer. Mais là-dessus, euh, voilà, il y a du boulot. On va attaquer de travailler ensemble la semaine prochaine. Donc, on verra après. On a aussi des arrivées un petit peu en décalé avec des joueurs qui sont à la Coupe du Monde, etc. Donc, il va falloir un petit peu de temps pour que tout ça prenne. Ouais, et avec une équipe aussi jeune, on peut être amené à supposer aussi que la progression et l'évolution aussi va se voir, tout au long de la saison. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on se dit souvent. Alors l'an dernier, ça nous a fait mentir puisqu'on a été plus performant sur on va dire, de octobre jusqu'à février. On l'a été un petit peu moins après en termes de résultats. Mais notre ambition, c'est de dire, bah, l'équipe qu'on a au mois d'août, au mois de janvier, février, quelque part, on pourrait plus la payer tellement que les joueurs ont prouvé qu'ils avaient une valeur supérieure. Mmh. Par contre, là-dessus, ça nous a donné raison, puisque Ouais. vu les départs et les montants des départs des joueurs de l'an dernier, c'est sûr qu'on on était en décalage entre les moyens de début de saison et puis la valeur de l'équipe en fin d'année. Ah ouais, je pense qu'on se doutait tous que Trey Boyd et Yvan Février, ça allait être des joueurs, compliqués à conserver, même, dans ce championnat, effectivement. C'est sûr. Hem, sur la Pro B, j'aimerais avoir ton avis sur la Pro B en général. On sait que la saison commence généralement en octobre et qu'avant ça, il y a la période où il y a la fameuse Leaders Cup, dont le format fait un petit peu débat. Est-ce que pour toi, cette compétition, elle est utile? Dans le sens, est-ce qu'elle a du sens? Hormis le fait que ce soit traditionnellement, pour la majorité des équipes, des matchs de préparation. Au-delà de ça, est-ce que, cette compétition, elle a du sens pour toi? Ouais, c'est quand même un élément important, le fait que ce soit une compétition officielle et qu'il soit en amont de la compétition du championnat. Parce que c'est quand même une préparation dans des conditions très réelles qui permettent d'affiner des choses en ayant un rapport au résultat, en tout cas dans notre club, qui est quand même un petit peu moindre. C'est-à-dire que les années où on va s'être qualifié, c'est très bien et on va jouer le coup à fond. Mais si jamais on n'y arrive pas, tout comme l'an dernier, ce n'est pas une fin en soi, quoi. C'est pas dramatique. Et, euh, et ça permet de donner, notamment quand on a une jeune équipe ou avec des joueurs qui découvrent le niveau, de leur donner un premier repère Mmh. et donc de commencer de calibrer certains axes de progression, de leur montrer certaines choses et de leur flécher un petit peu le parcours et le niveau auquel ils doivent arriver, on l'espère, dès le début du championnat ou sinon dans le premier tiers. Ouais. Avec aussi, pour ceux qui arrivent à aller au bout aussi, la perspective, hein, j'imagine quand on se rapproche des demi-finales de se dire, au cas où, il y a peut-être un ticket à aller chercher du coup pour pouvoir, disputer les playoffs et ça j'imagine qu'arriver à ce stade-là de la compétition, ça doit être, un grain de motivation, supplémentaire. Ouais, et puis un titre, parce que finalement, sur Ouais, ce championnat, il n'y a que deux titres. Il y a le titre de champion de France Pro B, et puis il y a le titre de la Leaders Cup. Donc pour un club, avoir la capacité d'être dans de multiples compétitions, de gagner des titres, c'est aussi valorisant, je pense. Je pense à Angers, par exemple, l'an dernier, qui a été chercher son titre durant la Leaders Cup organisée à Saint-Chamond. Et je pense que ça a bien mis en valeur le travail fait par Ali notamment, et que lui aussi d'ailleurs il a une équipe très jeune et avec une dynamique qu'on peut comparer à certains points et dans la construction d'équipe et dans certaines volontés dans le jeu, quoi. ouais. Donc non, la Leaders Cup c'est bien pour nous en tout cas ces quatre matchs là. Après les autres, c'est sûr qu'ils amènent une surcharge dans un calendrier et que du coup, tu peux te retrouver à jouer une équipe qui a préparé toute la semaine le match contre toi Ouais. et que toi, tu as joué 2 fois dans la semaine. Mais pour moi, à partir du moment où le championnat démarre, il faut être en capacité de jouer 2 fois par semaine. C'est pas, on pourrait même jouer de manière constante 2 fois par semaine. Je pense que on augmenterait peut-être un petit peu la prépa pour pouvoir être en capacité de gérer ça physiquement. Mais pour moi, une fois que le championnat est parti, ça ne doit pas être un problème majeur. Ouais. On l'entend souvent dire en général, les joueurs préfèrent jouer que de s'entraîner.
Donc je pense que Ouais, pour les joueurs, c'est vrai, d'ailleurs, c'est un reproche qui nous est fait parfois sur le championnat français, le volume d'entraînement, le volume de travail physique, parfois est un petit peu, peut être un petit peu supérieur à ce qu'ils peuvent connaître ailleurs. Mais je pense que ça fait partie du prix à payer pour augmenter les performances, pour développer le professionnalisme, pour aussi intégrer et développer les jeunes joueurs. Je pense qu'il y a pas mal de clubs en France qui jouent ce jeu-là maintenant, quoi. ouais, tout à fait. On en parlait, on commençait à en parler tout à l'heure, justement, sur les jeunes joueurs à potentiel qui n'hésitent pas à partir, hein, de plus en plus tôt, des clubs, notamment de Betclic Elite, pour venir chercher du temps de jeu à l'étage inférieur. Est-ce que pour toi, ça, c'est le visage prochain de la Pro B, une ligue de développement pour les jeunes talents de demain? Je pense qu'il faut qu'il y ait la place à différents types de projets. On peut comprendre qu'un club comme Nancy, quand il est redescendu, comme Orléans tout de suite, doté d'outils, doté de grosses capacités structurelles et financières, mais ils aient une volonté à remonter tout de suite et que peut-être ça ne soit pas une priorité dans leur construction d'équipe euh, de miser sur certains jeunes joueurs parce que leur projet, il y a une espèce d'urgence, d'immédiateté à chercher de la perf et à remonter tout de suite. Alors quand on a un joueur qui mélange les deux, on peut toujours le faire. C'est-à-dire en même temps quelqu'un qui est jeune et en même temps qui a des capacités hors normes, ben, on peut aller chercher du résultat, bien sûr, mais ça reste plus rare. Après, sur l'ensemble de la Pro B, je pense que là aussi, le nouveau visage des équipes, des constructions d'équipes, il a quand même bien pris le pli à l'intégration des jeunes joueurs, à faire le lien avec les potentiels d'une génération, à les intégrer. Et il y en a certains qui émergent assez vite finalement, puisque au bout d'un an, 2 ans, on les retrouve déjà en Betclic Elite avec des rôles qui sont déjà conséquents, puisque pas mal d'entre eux sont des joueurs qu'on peut déjà voir comme majeurs dans leurs équipes. C'était le cas par exemple d'Ismaël Kamagaté que tu as mentionné tout à l'heure, pour un jeune intérieur voilà, de 2001. Donc il a à peine 22 ans. Il a déjà 4 saisons à son actif et puis au bout de 4 saisons, il va aller dans un club d'Euroleague, quoi. Ouais. Mais bon, on est sur du très haut niveau, quoi, joueur drafté, etc. Mmh mh. Ouais. On parle beaucoup de la réforme, qui va acter le passage de 18 clubs à 16 clubs en Betclic Elite. On oublie peut-être un peu également que ça va avoir un impact sur la Pro B, puisqu'à compter de la saison 2024-2025, il y aura 20 clubs en Pro B. Toi qui es coach donc en Pro B, quel regard tu portes justement sur un passage à 20 clubs? Ouais, ça fait 4 matchs en plus. La billetterie? Peut-être. Alors ça fait 2 matchs à la maison en plus pour la billetterie. Voilà, peut-être ça, c'est un aspect. On a des joueurs pros, donc autant leur faire jouer des matchs. C'est sûr que la compétition, ça fait partie du cœur du truc. Mais surtout, je pense qu'il faut s'interroger un petit peu ouais, sur la fréquence, la longueur dans laquelle on veut jouer ce calendrier. Encore une fois, moi, je ne trouverais pas du tout aberrant qu'on densifie le rythme des matchs à partir du moment où le championnat a démarré. Ça ne me poserait pas de problème qu'il y ait deux équipes de plus. Ça va juste... ça peut étirer un petit peu le championnat. D'autant que, ajouter à cette règle, et il y a la règle de l'intégration de l'antépétunième de Pro A Ouais, dans les playoffs de Pro B. c'est ça. Et ça, enfin non, l'avant-dernier, pardon. Et ça, c'est quand même un changement où on repart un petit peu en arrière, puisque ça avait été testé il y a quelques années, avec plus ou moins de réussite d'ailleurs. Ça ferme un petit peu la ligue. L'objectif, c'est quand même de fermer un petit peu cette ligue de Pro A, on va dire. Hein. Euh, ce qu'on peut comprendre pour qu'il y ait plus de visibilité, peut-être pour certains annonceurs, plus de continuité pour les projets des équipes de première division. Mais quand on regarde notre paysage et comment est constituée la Pro B, avec quel type de club, aujourd'hui on a quand même pas mal de clubs qui soit ont dépassé, soit avoisinent les 4 millions d'euros de budget. Donc ils auraient quand même les leviers économiques
au niveau médian de la Pro A, 4,5 millions, entre 4,5 millions et 5 millions. Ils n'en sont pas si loin. On peut s'interroger de comment on veut développer le basket, dans quel territoire, etc. Comment. Là, en enlevant 2 clubs, moi, ma crainte, c'est que quand même, on enlève des endroits où on avait des jeunes joueurs, où on avait des joueurs français qui jouaient, où on avait des coachs français également, que soit en tant que coach principal, soit comme assistant. Et ça nous permettait d'avoir un maillage du territoire quand même un petit peu plus marqué sur la Pro A. Plus on va réduire l'élite, plus le paysage qu'on voit il va être réduit. Hein. Donc ça, c'est de mes inquiétudes. L'intégration d'un club de Pro A dans les playoffs et le fait de perdre 2 équipes. Donc ça fait quand même une vingtaine de joueurs, donc à minima une dizaine de joueurs français, 2 staffs complets. Je m'interroge alors que le basket est en plein essor et qu'on a de plus en plus de ressources, notamment de ressources humaines avec des vagues de joueurs sur les générations à venir qui sont immenses et profondes à intégrer dans le basket pro. Voilà, l'opportunité me semble pas forcément justifiée, quoi. Et autant, effectivement, on voit de plus en plus de jeunes joueurs jouer qui ont du temps de jeu en Pro B, autant ça se vérifie peut-être un peu moins effectivement sur la Betclic Elite. Et puis, on peut aussi craindre que, avec le fait de se tourner vers une Betclic Elite un peu plus fermée, les clubs auront une obligation de résultat en Betclic Elite qui sera encore plus supérieure. Et donc, après, ça reste que des suppositions, mais peut-être qu'ils seraient un peu plus réticents effectivement à responsabiliser davantage des jeunes parce qu'une fois que tu redescends en Pro B qui a 20 clubs, on sait que ça va être très très compliqué de pouvoir remonter à court terme. Oui, c'est vrai. Après, il y a des dynamiques un petit peu opposées. Voilà, est-ce que les Metropolitans ont été un contre-exemple cette année parce ils ont construit un Ouais, ouais. projet autour d'un ovni, d'un joueur qui représente des capacités hors normes, qui ne sont pas dans le cadre? Ou est-ce que dans les générations à venir, les leaders de génération vont pouvoir s'imposer tout de suite aussi dans le championnat de première division? Voilà, quid d'Aginsa, de Rizaché, etc. Voir ce qu'ils vont donner dès l'année prochaine à l'étage supérieur. Mais on voit quand même, quand on observe Mathieu Strazel, par exemple, il reste dans la meilleure équipe de France avec un véritable temps de jeu, avec une opposition avec le joueur le plus cher de l'histoire de la Pro A devant lui. Il a quand même réussi une saison qui est plus qu'honorable à Monaco, alors que tout le monde lui promettait l'enfer. Donc, je pense que si le projet est bien organisé, que le joueur il a une place, il peut faire valoir ses qualités. Hein. On en a quand même beaucoup sur le territoire qui le font. Ouais, tout à fait. Et se pose également la question effectivement des quotas. On sait que les quotas de joueurs étrangers ne sont pas les mêmes en Pro B et en Betclic Elite. Effectivement, ça posait question sur l'intégration du 15e de Betclic Elite en playoff, puisque forcément les quotas et le nombre de joueurs étrangers autorisés ne seront pas les mêmes. Mais c'est peut-être aussi une règle sur laquelle il faudrait se pencher pour laisser plus de place encore au JFL en Betclic Elite, parce qu'aujourd'hui, la majorité quand même des clubs de Betclic Elite vont prendre leurs 5 ou 6 étrangers et donc plus de 50% de leur effectif est constitué de joueurs étrangers. Non, il faut continuer de se poser la question, peut-être au niveau local, mais aussi au niveau international, ces 2 questions, puisque forcément, en première division, il y a la problématique aussi des championnats européens. Donc, il y a une idée de compétition et d'opposition et de règles dans lesquelles il faut évoluer avec une certaine concurrence saine, on va dire. Mais au-delà de ça, on peut avoir une réflexion stratégique aussi pour se dire qu'on veut marquer encore plus l'identité de nos championnats, que ce soit à la Betclic Elite, où on pourrait très bien imaginer que les clubs fonctionnent avec 5 au lieu de 6. Enfin, je veux dire, ils pourraient continuer d'être performants. Ou en Pro B, où peut-être là, c'est encore plus justifié de discuter d'une réduction du passage. Mais on est dans un système qui est aussi intégré à un système européen. Il y a des règles de circulation des travailleurs. Il y a d'autres choses à prendre en compte que simplement la politique sportive.
le droit du travail, la liberté de travailler des ressortissants européens, par exemple, elle est aussi à prendre en compte. Donc, peut-être qu'en réfléchissant en profondeur sur ces éléments-là, on pourrait faire évoluer certaines règles. Oui. Tout à fait, ouais. Et rappelons-nous effectivement le début des fenêtres internationales, hein, qui avait, fait couler quand même, beaucoup d'encre. On voit quand même que c'est quelque chose de très positif qui permet de responsabiliser et de faire se montrer au final des joueurs du réservoir nationaux qu'on verrait pas forcément en équipe de France, effectivement. Et ça, c'est bon, c'était aussi possible avec le chevauchement des calendriers Euroleague, NBA avec effectivement les compétitions nationales, mais ça a amené vraiment du positif. En tout cas, pour l'équipe de France, on voit quand même que ça a pu faire montrer des joueurs très intéressants. Ouais, là, bon, là je vais enfoncer une porte ouverte, mais le- la mise en place des fenêtres à la FIBA a démontré que le basket français avait le plus gros réservoir européen. Puisque peu importe les conditions, peu importe les restrictions, peu importe les absents, on a toujours réussi à être dans des configurations qui nous permettaient de performer durant ces fenêtres-là. Et j'ai presque envie de dire que si aujourd'hui on fait un petit peu machine arrière, c'est justement parce que plusieurs nations, notamment d'autres nations dominantes, voient qu'avec ce système-là, elles ne peuvent pas être performantes et elles risquent de perdre des places et à l'Euro, à la Coupe du Monde et aux Jeux Olympiques. Et là-dessus, il faut en tirer un petit peu de fierté. C'est de dire, en fait, aujourd'hui, on est paré, on a un système suffisamment solide pour répondre à toutes ces conditions-là. Et donc, on l'a bien démontré. Et durant les dernières années, on a vu que durant ces fenêtres, on avait quasiment une équipe de France A' qui s'est dessinée et que cette équipe de France A', elle avait énormément de joueurs qui étaient passés notamment par l'équipe de France U20. Donc, ça fait un lien. C'est un lien qui est plus visible pour les joueurs. Ça crée une adhésion au maillot très forte. Euh, et même si aujourd'hui, dans les grosses compétitions, forcément, on fait la meilleure équipe possible, on se rend bien compte que ce soit sur les partenaires d'entraînement, sur les joueurs qui viennent peut-être en dernière minute en capacité de répondre à des blessures, etc. On voit qu'on a un éventail qui est beaucoup plus profond et large. Oui, tout à fait. Ouais. Alors pour finir, puisque je pourrais parler pendant des heures, mais il faut pas non plus abuser. Si on se projette sur la prochaine saison au vu des recrutements toujours de Pro B, pour toi, quelle équipe pourrait faire office de surprise? Pour l'instant, il reste encore quelques équipes qui n'ont pas fini Ouais. leurs effectifs. Et c'est vrai qu'il faut un petit peu les observer, voir comment elles fonctionnent ensemble. En Pro B, on a aussi quand même la particularité d'avoir pas mal de changements durant la préparation, durant la Leaders Club, avec quelques clubs qui réalignent un petit peu leur formation. Il y a une équipe qui construit une équipe pour être parmi les favoris, Pau, qui n'a pas du tout terminé, par exemple. Donc, tout ça, c'est difficile à voir, mais on peut voir quand même que des équipes euh, comme Denain, comme Lille, comme Évreux, même avec peut-être alors Denain a un petit peu augmenté ses moyens, mais même Lille, Évreux, qui sont sur des moyens que je vais comparer aux nôtres, eh bien, ils ont fait des équipes qui sont compétitives. Et donc, partant de ce postulat-là, on voit que, comme l'an dernier, les écarts vont être très, très, très réduits. Et donc, avec une année compliquée qui s'annonce, bien sûr, et encore plus parce que les places, euh, les places en play-off vont être encore plus chères, puisqu'en enlevant, vu que le premier va faire les play-offs, ça enlève une place. Et si jamais le gagnant de la Leaders Cup n'est pas dans les 8, ça enlèvera une deuxième place. Ça voudrait dire que voilà, il va falloir rentrer dans les 7 au lieu de rentrer dans les 9. Ouais. Dans le cas où le vainqueur de la Leaders Cup n'y serait pas. Donc, pour l'ambition élevée de jouer les phases finales, ça va être très relevé. Et on sait aussi que très souvent, petit à petit, dans le championnat, ça se densifie au milieu.
Et encore une fois, l'an dernier, les équipes qui sont descendues n'avaient pas forcément un énorme écart avec les autres. Ouais, ça va encore être une saison encore plus passionnante à suivre. Et j'avoue que j'ai été surpris en voyant le recrutement de Denain, effectivement, par rapport à la saison qu'ils avaient passée la saison dernière. Je pense que ça pourrait être une équipe un petit peu surprise. J'ai été assez surpris positivement par leur recrutement. Ouais, ils ont bien augmenté leur capacité de recrutement. Ça s'est senti dès les premières signatures. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu la dynamique dont on parlait tout à l'heure, qui est clairement à la hausse sur les moyens financiers attribués aux masses salariales en Pro B. Très bien. Eh bien, merci à toi, Guillaume. J'aurai le plaisir de te croiser quand tu viendras jouer à La Rochelle, puisque j'habite à La Rochelle. Donc, Ok, j'en profiterai également pour bien observer Matteo Leray que tu connais bien. Et puis, bah, je vais pas te souhaiter une victoire à La Rochelle, du coup, mais, mais je t'y croiserai avec plaisir. super. Bah, écoute, merci pour l'échange et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Salut.